Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Richard, qui est directrice à l'intervention sociale et à l'accès aux soins à la Caisse nationale d'assurance maladie. Madame Richard, bonjour. Bonjour, Vous m'entendez bien? Tout fonctionne bien? parfait. Impeccable. Merci beaucoup en tout cas de venir se joindre à cette émission aujourd'hui. On va parler un peu de bilan et de perspective sur un dispositif qui a été au cœur des préoccupations de l'action des caisses primaires depuis maintenant à peu près un an et demi, à savoir le dispositif Aller Vers, qui est donc la démarche qui a été mise en place, si je ne dis pas de bêtises, en avril 2021, au plus fort de la campagne vaccinale pour permettre aux populations les plus fragiles, enfin surtout d'aller rechercher les populations les plus fragiles au travers d'une action des caisses primaires pour les inciter à se faire vacciner en protection contre évidemment le virus de la Covid-19. On va en parler un peu de bilan, de ça, comment ça s'est passé, la participation dans les caisses primaires, le type d'actions qui ont été mises en place, qui, comment, avec qui aussi. Et on va parler un peu du coup d'après parce que l'assurance maladie, une fois que la crise sera passée, et on espère tous qu'elle sera passée le plus rapidement possible, évidemment, n'entend pas forcément laisser tomber ce dispositif et souhaite lui donner de nouvelles perspectives. On va en parler avec Madame Richard. Première question pour introduire un peu le concept. Rappelez un peu la genèse. Dans quelle situation nous nous situons en avril 2021 et qu'est-ce qui a poussé à créer ce dispositif d'Aller Vers? Alors en fait, on a même avant avril, dès janvier, envoyé vraiment des millions de courriers aux personnes de plus de 75 ans, qui étaient vraiment le public prioritaire et qui devaient absolument bénéficier d'une vaccination le plus tôt possible. Et en fait, c'est vrai que c'est comme tout, des courriers un peu génériques transmis comme ça. On s'est vite rendu compte derrière que ça ne se traduisait pas forcément dans les faits, avec beaucoup de rendez-vous dans les centres de vaccination et que c'était quand même un petit peu poussif en termes d'action, on va dire un peu industrielle, nationale et de masse. Donc rapidement, on a pris l'option effectivement dès le mois d'avril de reprendre en fait les listes vraiment des publics les plus fragiles sur le plan déjà médical, donc effectivement les plus de 75 ans, les personnes qui étaient avec des pathologies à risque ou en situation de handicap et de les contacter directement. Donc là, c'est vraiment nos équipes qui ont, sur la base effectivement même d'un script, parce que c'était effectivement c'était des millions de personnes qui ont été contactées. Là, c'est pareil. On était encore avec on va dire un échange avec, par exemple, Doctolib qui nous mettait à disposition des créneaux de réservation. Donc, on avait effectivement la possibilité en appelant de prendre tout de suite un rendez-vous pour la personne qui lui permettait donc de se positionner sur un créneau Doctolib pour aller se faire vacciner. Mais en fait, on s'est vite quand même rendu compte, c'est comme tout, que déjà, quand on appelle sur la base d'une liste, on a quand même une personne qui répond sur 10, parce que on appelle comme ça en journée, on tombe un peu sur, tout le monde n'est pas derrière son téléphone. Et on s'est vite rendu compte aussi que c'était plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, simplement de dire, écoutez, si vous pensez que c'est trop compliqué de passer par une plateforme, on vous aide, on se rendait compte qu'en fait, les gens, ils avaient besoin d'un peu plus de peut-être de sensibilisation, d'accompagnement, pas forcément d'être convaincus, parce que là, pour le coup, on a dès le départ pris le parti de dire, ce n'est pas à nous de convaincre les gens de se faire vacciner, c'est pas notre rôle. Surtout, on va pas demander à un collaborateur de CEPAM de s'engager là-dedans. Pour autant, c'est vrai qu'on sensibilisait au maximum et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes âgées typiquement qui répondaient, écoutez, mais moi, je suis tout seul dans une zone rurale, j'ai pas de moyens de transport, moi, le centre de vaccination, il est à 30 km, je peux pas y aller. Ouais, donc, en fait, il y avait vraiment d'autres situations qui justifiaient qu'on envisage différemment ces actions et qu'on aille plutôt effectivement sur ce qu'on a appelé, nous, de nos actions de aller vers plus attentionnées et donc de prendre totalement en fait une autre façon, une autre méthode d'approche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu construire et affiner
nos listes de personnes, de publics non vaccinés. On a monté une requête avec un certain nombre de données, des croisements après possibles, donc l'âge, le fait d'être bénéficiaire ou pas de la complémentaire santé solidaire, d'être peut-être… donc là, on n'avait pas encore la notion de géographique, mais dans un premier temps, déjà, le fait d'être invalide, en ALD, en affection de longue durée, un certain nombre de critères, en fait, qui ont permis effectivement de sortir des listes de personnes qui étaient donc en plus non vaccinées, de les transmettre aux caisses primaires. Et en fait, on a systématiquement demandé aux caisses primaires d'élaborer une cartographie, une forme de territorialisation en fait de ces publics-là au plus fin, parce que c'est vrai qu'en fait on a quand même au niveau de nos services statistiques la possibilité d'avoir une approche un peu géographique jusqu'au canton et d'observer un peu ces cartes et voir un peu où se situaient ces différents publics et quel type de profil. Et puis en même temps, localement, ils ont pu aussi compléter ces profils qui étaient transmis au niveau national avec des éléments beaucoup plus qu'ils avaient eux à disposition au niveau local et qui permettaient peut-être de préciser justement personnes isolées sur le plan urbain. On sait que là c'est une zone en plus où il n'y a pas d'offre de soins en libéral. En plus d'affiner aussi cette analyse-là par rapport à l'état aussi de l'offre de soins au-delà des centres de vaccination qui étaient offertes. Donc, si je comprends bien, oui. Entre guillemets, l'approche, la méthodologie, donc la CNAM mettait en place, fournissait différentes caisses primaires, on va dire les métadonnées qui ont été évidemment avec une base qualitative et un maximum de filtres, comme vous disiez, ou de input, si pour parler un peu du jargon, pour qu'ensuite, à partir de cette base, chaque caisse primaire définisse, entre guillemets, quels étaient les publics les plus prioritaires par rapport à sa zone territoriale, et à ce moment-là, les contacter et s'articuler avec les forces, entre guillemets, de l'offre de soins présente, que ce soit les centres de vaccination, les médecins, tous les acteurs les paramédicaux, pour pouvoir justement aller vers ces populations, comme vous disiez tout à l'heure, par exemple, je schématise, mais Madame Michu, qui est à 30 km du centre de vaccination, qui est isolée, qui n'a pas de moyen de transport, de voiture ou de bus. Comment on fait pour aller justement faciliter sa vaccination? C'était ça un peu l'idée, quoi. Eh bien, c'était exactement ça, et effectivement, en appuyant sur plusieurs leviers. Ouais. C'est-à-dire à la fois en s'appuyant sur les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il y a eu des équipes mobiles qui ont pu être constituées avec notamment des infirmières qui étaient volontaires et qui ont été vaccinées à domicile, c'est-à-dire que donc on contactait ces personnes âgées qu'on voyait très isolées et qui étaient d'accord pour qu'une infirmière vienne à leur domicile se faire vacciner. Et donc, on organisait aussi ce type donc d'action directement au plus près, de proximité, en lien avec le professionnel de santé. Donc ça, effectivement, ça a été un des axes en fait d'action. On a par ailleurs travaillé aussi avec le tissu associatif au niveau local, en particulier les associations solidaires, donc plus pour toucher les publics précaires, donc souvent actifs, plus difficiles aussi à toucher par téléphone directement et qui vont plutôt justement être amenés à se déplacer peut-être dans les centres alimentaires, etc. Et du coup, là, on a pu mettre en place des permanences au sein de ces centres alimentaires. Donc, il y a eu Resto du Cœur, on a eu effectivement Croix-Rouge, énormément d'actions. On en a eu plus de 1500 d'actions hors les murs au sein des associations et en lien avec les associations. Et du coup, c'est vrai que ces permanences permettaient de capter systématiquement les gens qui venaient se rendre dans ces centres alimentaires. Et du coup, pareil, là, on avait à disposition nos créneaux Doctolib ou Maya ou autre plateforme qui est mise à disposition dans tel ou tel territoire. Et donc, on pouvait donc cranter des rendez-vous de vaccination. On a aussi beaucoup travaillé en lien avec les ARS sur ce qu'on avait appelé la vaccination itinérante, c'est-à-dire il y a pas mal de départements, notamment ruraux, qui ont aussi mis en place, donc les ARS ont financé. Nous avons d'ailleurs cofinancé sur l'action sanitaire et sociale des bus pour permettre en fait, sur la base de nos constats de cartographie, parce que bien évidemment ces données, ce sont les données d'assurance maladie qu'on ne peut pas
transmettre aux autres partenaires. D'un point de vue RGPD, c'est pas possible. Donc, cette carte, en fait, qu'on avait constituée au niveau d'un territoire permettait derrière de mieux ajuster, on va dire, le trajet du vaccinobus et de savoir qu'il fallait peut-être plutôt mettre 2 jours de suite sur telle commune, parce que là, on avait une grosse poche, a priori, de personnes âgées non vaccinées, et puis peut-être rester juste une demi-journée à tel endroit, parce que là, a priori, il n'y avait pas trop de sujets de non-vaccination. En fait, donc, optimiser et donc organiser aussi ces itinéraires en lien, donc, notamment avec les ARS, ça a été aussi un exemple qu'on a pu prendre de la Seine-Maritime, qui a été très précurseur sur ce sujet, et après, ça a été pas mal repris. Et puis, on a beaucoup aussi capitalisé sur les publics qui étaient avec une approche, on va dire, socioculturelle plus complexe, c'est-à-dire pour lesquels on savait que de toute façon, nous, à notre niveau, on ne pourrait pas, on aurait des limites à les contacter ou en tout cas à avoir leur acceptation de prendre rendez-vous, et donc plutôt d'opter pour des associations qui sont plutôt tiers de confiance. Et donc, c'est vrai que là, on est plus sur la grande précarité, SAMU social typiquement. On a eu aussi des travaux avec pour les gens du voyage, avec des associations spécialisées qui les connaissent très bien et qui savent aussi plus facilement, on va dire, s'adresser directement à eux. Et donc, en fait, on préparait toute cette ingénierie, on la transmettait du coup à ses partenaires pour faciliter pour eux cette mise en relation avec une plateforme pour prendre rendez-vous. Et puis aussi, on proposait de fait des financements de transport. Ouais. Aussi, et donc les partenaires pouvaient en profiter, c'est-à-dire proposer un transport qui était finalement financé sur l'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie pour justement faciliter cet aller-retour au centre de vaccination. Et c'est vrai qu'on a aussi capitalisé après sur là où on pouvait, sur nos propres structures avec des centres d'examen de santé qui ont aussi vacciné, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, ça a été un point intéressant qui a été relevé quand on a fait un peu de qualitatif auprès des publics. Finalement, une personne âgée au début, pourquoi elle n'allait pas dans les grands méga-centres là? Parce qu'elle était perdue. En fait, oui. Parce qu'elle arrivait dans une usine, et que quand finalement on mettait en place, nous, dans notre petit centre d'examen de santé, le centre de vaccination, et du coup, derrière, il n'y a pas de souci, elles acceptaient de venir. C'était beaucoup plus confort, avec un accompagnement beaucoup plus attentionné, effectivement, y compris au moment du vaccin. Et donc, en fait, on s'est adapté. En fait, on s'est vraiment adapté, et tout en essayant de mieux comprendre au plus proche du terrain, quelles pouvaient être aussi les raisons. Au-delà de raisons d'opinion, parce que là, pour le coup, on n'est pas rentré là-dedans, mais des raisons, les freins qui pouvaient amener à ne pas se vacciner. Et il y a un autre point qui était très intéressant qu'on a pu aussi analyser je me souviens, dans le 13e et 14e arrondissement avec 2 CPTS. On a pu mettre en place une vaccination à domicile. Et en fait, pourquoi les gens étaient frileux, les personnes âgées? Parce qu'en fait, elles disaient, nous, on est seuls chez nous. Si jamais on se fait vacciner et qu'on a un effet secondaire le lendemain à 24-48 heures, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est seul, et donc personne ne pourra, ne saura, et puis ne pourra éventuellement nous aider. Et donc, on a du coup, avec ces CPTS, mis en place un après-vaccination, c'est-à-dire qu'on a été jusqu'à organiser avec les infirmières. Donc, ces personnes avaient un numéro de téléphone qu'elles pouvaient appeler immédiatement. Elles tombaient sur une infirmière du CPTS qui pouvait immédiatement se rendre au domicile, et c'était post-vaccination si jamais il y avait un souci de santé quelconque, en fait, qui survenait, quoi. On voit qu'il y a une diversité incroyable. Incroyable, une diversité vraiment incroyable, tout à fait. Je veux juste vous poser une question, alors, parce qu'on est parfois obligé, toujours, quand on a l'heure de bilan, de faire un petit côté chiffré. Pour donner des ordres de grandeur, une simple question: combien de personnes ont été contactées et qui ont permis, justement, vous avez réussi, entre guillemets, à aller au bout du processus et donc qu'elles se fassent vacciner? Et aussi, d'un point de vue un petit peu par rapport au réseau donc, des caisses primaires, ça a mobilisé combien de collaborateurs sur tout le territoire?
Alors, c'est vrai que les chiffres sont assez vertigineux parce que globalement, donc, on a eu 3 temps dans ce type d'action de proximité. On a eu effectivement un petit peu cette approche de masse dont je vous parlais effectivement au mois d'avril où là, on allait appeler avec un script. Donc, ça restait quand même quelque chose d'assez générique. Et là, il y a eu plus de 32 millions quand même de contacts, mais tout contact. C'était de appels, SMS et courrier quand même. Ensuite, la partie vraiment beaucoup plus de proximité, de aller vers attentionner, dont je viens de parler, a permis quand même à plus de 300 000 personnes vraiment accompagnées de se faire vacciner. Et enfin, on a aussi capitalisé, en fait, en lien avec le service médical, on a isolé 2,6 millions de personnes, d'assurés particulièrement fragiles sur le plan des comorbidités, avec des ALD assez qui étaient ciblés, ce qu'on appelait d'ailleurs par le professeur Fischer, on les appelait les ALD Fischer. Et donc, il y a quand même 123 000 personnes qui se sont fait vacciner à l'issue d'un échange, pour le coup, avec un médecin conseil de l'assurance maladie. C'est-à-dire que là, pour le coup, nous étions sur un échange médicalisé qui permettait de convaincre de se faire vacciner en raison même de la pathologie de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, dans la mesure où elles avaient cette pathologie, craignaient en fait de se faire vacciner parce qu'elles craignaient d'avoir un effet secondaire encore plus aggravant du fait de leur pathologie. Et donc, c'est vrai que ça a permis quand même à 126 000 personnes, 123 000, je vais y arriver, personnes de pouvoir bénéficier aussi de la vaccination par ces appels beaucoup plus médicalisés. Et donc là, au niveau des équipes, on voit bien que à la fois, bien évidemment, nos agents d'accueil, nos missions accompagnement santé, qui étaient déjà de toute façon préexistantes, et qui a déjà, ça fait partie de leur cœur de métier, d'aller vers et d'être très proactifs sur ce qu'on appelle nos assurés invisibles. Ça fait partie de leur quotidien. Donc, bien évidemment, ils étaient un peu aussi les coordonnateurs, si je puis dire, de d'autres collègues. Et puis, du coup, il y a plein de collègues volontaires au sein des CEPAM qui ont pu participer à ces actions, ce qui a, au-delà donc, du service médical dont je vous ai parlé, et ce qui a vraiment derrière permis aussi de créer une forme d'action vraiment collective, mais en même temps de service public, c'est-à-dire de retrouver un sens aussi du service public, d'utilité publique de la part de nombreux collaborateurs. Ça a été un peu une espèce de parenthèse un peu inattendue au milieu de cette espèce de crise cataclysmique, parce que mine de rien, à côté, il y avait quand même beaucoup d'impact sur différentes activités au sein des caisses. Et du coup, ça permettait aussi de pouvoir agir vraiment tout de suite auprès des plus fragiles et que tout le monde pouvait aussi participer en fait, en lien notamment avec les partenaires. Parce que on avait organisé les actions. On a été jusqu'à participer aussi plus spécifiquement au dernier point sur une action qu'on appelait Vaccinons nos aînés, où là, on a voulu un petit peu, à l'instar de l'Espagne, pour le dernier kilomètre, essayer d'intégrer vraiment les personnes âgées qui étaient encore non vaccinées, en leur donnant carrément la date, l'heure de leur vaccination et le bon de transport qui va bien pour qu'ils puissent se rendre au centre de vaccination. On a été aussi jusque-là en ciblant vraiment, là, on était encore sur un ciblage plus très pointu et du coup accompagné à chaque fois, c'est-à-dire qu'une fois que le courrier était parti, à chaque fois on rappelait derrière pour accompagner au mieux. Donc c'est vraiment, ça a été en fait un processus très c'est vrai que c'est de la dentelle un peu, on se dit oui, c'est quand même on peut pas se permettre de faire ça tout le temps, mais en même temps on en tire effectivement au-delà d'une satisfaction collective, vraiment, on voit bien quand même que derrière même les assurés étaient surpris et agréablement surpris aussi de voir qu'en fait ils pouvaient être accompagnés de façon très attentionnée par l'assurance maladie, quoi. Et est-ce que, oui, parce que c'est vrai que, entre guillemets, vous m'excuserez cette pensée, mais on a le sentiment qu'elle l'assurance maladie, les forces vives de l'assurance maladie, à la fois au niveau de la Caisse nationale que dans les territoires,
sont sortis, entre guillemets, de cette logique de juste, qui est parfois, on a enfermé un peu l'assurance maladie dans l'idée de caisse de sécurité sociale, de remboursement, bilan de frais, pour avoir une démarche proactive qui est l'ADN, entre guillemets, du service public. Et c'est parce que ce que vous me dites, on a eu le même sentiment quand on a échangé, nous autres, espace social européen, avec les autres secteurs de la sécurité sociale, la branche famille, qui a dû accompagner, ou alors évidemment la perte d'autonomie, la CNSA, qui maintenant a intégré le giron de la sécurité sociale. Justement, c'est une prise de conscience collective. En fait, l'assurance maladie doit maintenant, entre guillemets, repenser, entre guillemets, pas son logiciel, mais en tout cas ses missions, son périmètre de mission pour justement aller vers ce vers quoi elle est attendue. Parce que vous et moi qui sommes bien portants, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un tel accompagnement, mais par contre, on a des millions de concitoyens qui, eux, sont soit dans des déserts médicaux, soit ont des difficultés d'accéder à un médecin traitant, qui, eux, par contre, ont besoin, c'est ça un petit peu entre guillemets, l'esprit dans lequel vous êtes inscrit dans ce cadre-là, mais sur lequel vous comptez pérenniser votre action. Alors, c'est vrai que, bon, alors du coup, je dirais que la crise a été un catalyseur positif pour accentuer le phénomène, mais que le phénomène n'était pas du coup nouveau parce que c'est vraiment ce qu'on a instauré pendant cette présente convention d'objectifs et de gestion. C'est-à-dire que là, on est à la fin de notre convention d'objectifs et de gestion, hein, c'est 5 ans, et c'est vrai que là, ça a été sortir de cette logique de guichet pour justement avoir, nous, la plus-value, hein, c'est vraiment la proximité, hein, parce qu'on a beau dire, mais des caisses primaires, il y en a quand même dans chaque département, il y en a au plus proche des publics, et du coup, capitaliser justement sur cette proximité et sur le fait qu'en effet, il y a des gens aujourd'hui qui sont très éloignés du système de santé, et c'est vrai que ces publics qu'on va dire, moi que j'appelle les publics fragiles, ne sont loin de couvrir que des publics qu'on va appeler précaires. Bien évidemment, il y a les publics précaires, mais il y a aussi, et de façon de plus en plus malheureusement, les publics éloignés du système de santé en raison d'inégalités territoriales, hein, d'accès à la santé, parce que il y a des déserts médicaux, il faut quand même le reconnaître, des difficultés pour trouver un médecin traitant, et aussi au-delà des problèmes même de reste à charge, même au-delà des problèmes financiers. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, ces différents facteurs font que nous, on a connaissance de ces publics, on a cette data, donc on a cette force en tout cas et cette possibilité d'aller vers eux pour justement les aider. Et c'est vrai que cette mission-là a été une priorité, hein, c'était l'axe 1 de la présente convention d'objectifs et de gestion. Donc, on a finalement, tout ça a été bien implanté. C'est pour ça aussi que ça a été super, parce que le Aller Vers attentionné sur la vaccination s'est fait finalement en l'espace de 4 mois de façon totalement presque naturelle, avec une innovation de la part des caisses assez intense, mais parce que finalement, cette philosophie, si je puis dire, était déjà intégrée dans l'organisme même. Hein. C'est-à-dire que les missions accompagnement santé étaient déjà implantées, les partenariats et donc la logique de se tourner vers d'autres et qu'on n'est pas seul à faire, mais qu'on est un maillon de la chaîne et que l'objectif, c'est effectivement l'amont, mais c'est aussi l'aval. C'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a accompagné correctement sur le plan de la santé la personne, il faut qu'on puisse identifier ce dont elle a encore besoin, donc peut-être se coordonner avec nos collègues d'autres branches, parce qu'il va peut-être y avoir des problématiques famille ou même vieillesse ou cotisation, par exemple, mais aussi pouvoir les orienter vers d'autres partenaires, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore suffisamment autonomes et qui vont quand même être en difficulté même après sur d'autres champs. Et donc ça, c'est vrai que cette prise de conscience-là qui était bien, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, donc ça a été quand même une généralisation depuis 2019. Donc là, finalement, la crise, ça a été un catalyseur, hein, très clairement, parce que ça a totalement démultiplié toutes les actions et la dynamique est totalement maintenant lancée, hein, et il ne faut pas du tout qu'elle retombe, effectivement. Enfin, non, il faut que ça soit une dynamique positive et maintenue. Et donc, c'est pour ça que c'est finalement pas la crise qui a permis ça. Je pense que c'était vraiment d'ores et déjà nous, ancré dans notre ADN actuel, mais ça a été totalement finalement mis à jour et déployé de façon, on va dire, un peu plus visible, si je puis dire, avec la crise et notamment avec ce aller vers vaccination. Bien sûr. On va conclure sur une dernière question qui est, c'est
on peut imaginer évidemment le dispositif et perdure le temps que la crise, on touche le bout, hein, évidemment. Mais le coup d'après, c'est quoi? C'est travailler sur des actions de prévention. Par exemple, on parle évidemment, il y a aussi la vaccination contre la grippe saisonnière, hein, qui revient chaque année. On l'oublie trop rapidement. Aller sur des actions de prise de rendez-vous pour des personnes un peu fragiles auprès de médecins généralistes. C'est quoi les prochaines étapes ou la prochaine feuille de route que vous dessinez? Alors effectivement, maintenant, c'est sur la base donc, de toute cette méthodologie, parce que vous avez vu qu'elle était protéiforme, hein, il y a beaucoup Sure. d'axes, et donc ça, on va capitaliser là-dessus. C'est donc derrière de mettre à profit du coup toute cette capacité à faire pour des actions qui vont être ciblées. Alors soit en effet des actions en matière de prévention, notamment pour les personnes qui sont en écart aux différents dépistages. Et on le sait, beaucoup de publics fragiles, et là pour le coup, souvent précaires, sont très éloignés des dépistages. Et donc, on va en effet réutiliser un peu cette ingénierie pour se focaliser sur certains types, effectivement, d'écart au dépistage. Et au-delà de ça, de finalement poursuivre cette analyse en fait de data, c'est-à-dire avoir une forme de capacité à avoir, alors c'est un bien grand mot, mais on construit de formes d'algorithmes de personnes à risque, si je puis dire, c'est-à-dire il y a des faisceaux d'indices, hein, ou des signaux faibles qui permettent de se dire que là, de toute façon, il y a un risque soit de non-recours à un droit ou à un soin. Quand on commence à expérimenter et à généraliser des méthodes nouvelles aussi de ce qu'on va appeler des click and rendez-vous, c'est-à-dire de pouvoir, sur la base d'un ciblage précis, donc je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, hein, des personnes en invalidité de plus de 75 ans qui n'ont pas vu de médecin depuis plus de 12 mois, par exemple. Donc, Ouais. ça ne va pas être pléthorique, hein, sur une caisse primaire donnée, mais on va avoir quand même un certain nombre de personnes qui vont sortir. Et du coup, on envoie un SMS à ces personnes. Et si elles sont intéressées, en fait, elles manifestent leur intérêt en renvoyant un code. Et nous, derrière, on peut les solliciter, elles attendent du coup notre tour, et on peut effectivement mettre en place peut-être un accompagnement attentionné, parce qu'il y a forcément un besoin d'accès aux soins qui ne permet pas, enfin voilà, ça peut être lié à de l'éloignement, à de l'absence Bien sûr. d'offres, à des problématiques financières. Voilà, enfin, après, on retrouve un peu toutes nos problématiques, hein, sur lesquelles on travaille et on accompagne nos assurés, quoi. Mais D'accord. donc, effectivement, l'objectif, c'est bien d'intégrer, maintenant qu'on a intégré ça, c'est de le faire vivre, et de le faire vivre aussi sur les différentes thématiques, en particulier en matière de prévention. Ouais. Donc, j'imagine que ce sera évidemment dans le cœur de la prochaine COG, dans le cadre des missions. Absolument, Voilà, absolument. c'est clair. Alors, C'est vrai que là, c'est même pas un secret de polichinelle. non, vous me rassurez, parce que vous m'aurez dit que la prévention n'est pas au cœur de la COG, alors que bon. Je me rappelle que maintenant, nous avons une ministre de la prévention, que nous n'avions pas encore il y a 3 mois. Absolument, oui, en Voilà, plus. Oui, c'est alors pour ça, j'espère oui, que c'est d'autant plus prégnant. Oui, je suis assez d'accord avec vous. voilà, parfois, il faut que ça dépasse les intitulés, que ce soit dans les actions. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est très clair et précis. Il y a un besoin à la fois une attente des usagers, et un besoin aussi, je pense, je m'en fais écho modestement des caisses primaires, de dire d'aller sur ces territoires-là où on les attend. On les attend très clairement. Absolument. C'est vraiment là, entre guillemets, c'est comme on disait, c'était l'accès, l'apport, apporter des solutions jusqu'au dernier kilomètre des usagers, c'est la finalité, entre guillemets, de l'assurance maladie pour les prochaines années. Écoutez, merci beaucoup, Mme Richard, c'était très complet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On se reverra, parce que je pense que l'Aller vert, c'est un projet long-termiste, et Tout je à pense qu'il y a fait. une très belle chose derrière à développer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous. Voilà, en tout cas, on se retrouve, chers auditeurs, la prochaine fois. Ce sera la semaine prochaine, hein, voilà, on sera toujours sur la question de la médecine, parce qu'on va avoir le président de la CSMF. On parlera de médecine libérale et justement d'accès aux soins, de déserts médicaux, et on verra qu'est-ce qu'ils ont à proposer. On sera à quelques mois, évidemment, de la future convention médicale qui abordera toutes ces questions-là. Merci beaucoup, Mme Richard. À très bientôt. Au revoir. Et à très bientôt à nos auditeurs. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.